m'appelle Noam, j'ai 12 ans. Je suis né en 2010 et j'ai grandi dans les rues de El Laban, un quartier populaire de l'ouest d'Alexandrie, aux côtés de ma mère et de mes 2 sœurs, Aya et Kenza. Mon père est mort quand j'avais 2 ans, alors souvent j'aide ma mère à la maison. J'habite à côté de Sharif Avenue, juste derrière le vieux marché où l'on peut trouver des étals entiers d'oranges pas chères, des épices pour tous les goûts, ou encore des stands pour touristes où l'on trouve des produits parfois locaux, parfois pas tout à fait locaux. J'adore ma ville. Elle a fait de moi l'homme que je vais devenir. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je vais devenir quelqu'un d'important. Et même si j'aime Alexandrie plus que tout, je ne resterai pas ici toute ma vie. C'est juste un tremplin. Parce qu'un jour, j'ai appris qu'ici même, quelque part dans ma ville, tous mes héros préférés évoluaient ensemble, à quelques mètres les uns des autres. Euclide, Diophante, Hypatie, Ératosthène, tous les plus grands génies étaient réunis ici, dans la grande bibliothèque d'Alexandrie. Oui, parce que vous l'avez compris, mon truc à moi, c'est les maths. Ce n'est pas un hasard si je suis né ici. J'étais prédestiné. Je m'appelle Noam, j'ai 12 ans, et un jour je serai plus célèbre encore qu'Archimède. L'histoire de ma ville, c'est celle d'une catastrophe. La disparition de la grande bibliothèque d'Alexandrie. Un projet fou, complètement démesuré, qui a fait de cette cité le lieu le plus important et le plus prisé du monde hellénistique. Rendez-vous compte, quelque part autour de moi, s'élevait un bâtiment immense qui rassemblait rien de moins que l'ensemble de toutes les connaissances scientifiques du monde entier. Et si je dis quelque part autour de moi, c'est parce qu'aujourd'hui encore, personne n'est en mesure de dire où était située cette fameuse bibliothèque. Durant les derniers siècles, on n'a jamais retrouvé sa trace. Et maintenant, la densité du tissu urbain nous empêche de faire des fouilles archéologiques à ce sujet. Alors, on se fie aux rares écrits qui sont parvenus jusqu'à nous. Et là, me direz-vous, comment a-t-elle disparu, cette fameuse bibliothèque ? J'y viens. Mais avant de vous parler de sa chute, laissez-moi vous raconter sa création. À la mort d'Alexandre le Grand, en 323 avant notre ère, le roi Ptolémée met à profit l'héritage héroïque de son prédécesseur pour lancer ce qui deviendra la dynastie des Ptolémées. Le fondateur d'Alexandrie, qui, on le sait, donna son nom à sa ville, avait été éduqué par Aristote et avouait un attachement particulier aux sciences et à la philosophie. Lorsqu'il accède au pouvoir en 331 avant notre ère, Ptolémée est à la fois un roi pour les Grecs et un pharaon pour les Égyptiens. La ville, extrêmement cosmopolite, fondée par son prédécesseur, relie le monde occidental des Romains, Gaulois, Ibères et le monde oriental des Syriens, Perses, Arabes. Il est donc résolu à perpétuer son œuvre en faisant d'Alexandrie, en plus d'un carrefour commercial, un site culturel incontournable et inégalé sur la planète. Pour ce faire, il lance l'idée un peu folle d'une gigantesque bibliothèque qui rassemblerait en un lieu unique l'ensemble de toutes les connaissances du monde. Cet objectif sera véritablement lancé par Ptolémée II quelques années plus tard. Pour ce faire, la dynastie des Ptolémées va rivaliser d'ingéniosité avec différentes méthodes permettant d'accumuler tous les précieux ouvrages qui forment l'ensemble du savoir humain. Tout d'abord, Ptolémée use de son aura pour appeler les rois et les grands de ce monde à lui envoyer un maximum d'ouvrages, qu'il s'agisse de littérature, de philosophie, de sciences ou encore d'art. Ensuite, une taxe spéciale est mise en place pour tout navire faisant escale au port. Les bateaux sont fouillés et tous les livres qui y sont trouvés sont saisis. Durant le temps du séjour, plusieurs équipes s'affairent alors pour en effectuer des copies et des traductions. Puis les manuscrits originaux sont conservés et des copies sont rendues à leurs propriétaires. C'est là le tarif pour pouvoir séjourner au port. Enfin, de véritables agents du livre sont missionnés par Ptolémée I pour parcourir les provinces dans le but de ramener à Alexandrie de précieux manuscrits. C'est ainsi que durant près d'un siècle, quelque part à l'ouest du delta du Nil, se construisit la plus grande bibliothèque de l'histoire, réunissant l'ensemble des connaissances en mathématiques, astronomie, médecine, mais aussi en philosophie, en littérature ou encore en géographie.
La dynastie des Ptolémées qui suivit conserva intacte cette ferme volonté de faire d'Alexandrie la capitale mondiale du savoir. Mais quelque part, de l'autre côté de la Méditerranée, un certain Eumène II de Mysie ne l'entendait pas de cette oreille. À mon âge, je devrais aller au collège. J'adorerais, car vous l'aurez compris, j'aime apprendre. Mais je n'ai pas trop le temps, car ma maman a besoin de moi pour servir les clients dans le petit magasin de bonbons qu'elle tient au coin de la rue Ragheb Bacha. Et comme elle ferme tard, c'est moi qui ouvre le matin. C'est pour cela que je n'ai jamais trop été à l'école. Heureusement, j'ai de bons copains, notamment mon meilleur ami qui est arrivé ici il y a quelques années. C'est un Français, et vous n'allez pas le croire, il s'appelle Alexandre. Alexandre d'Alexandrie, ça ne s'invente pas. Grâce à lui, j'ai réussi à me procurer des tas de cours, des livres qu'il emprunte à la bibliothèque de son collège et qu'il me prête contre quelques bonbons du magasin. Mais chut, surtout ne le dites pas à maman, car elle ne connaît pas notre petit arrangement. Toujours est-il que pendant qu'Alexandre se régale de nos friandises, de mon côté, je me délecte de tous ces livres des plus grands savants. Voilà mon quotidien, tranquille, dans ce quartier que j'aime tant. Ma ville est tellement pleine de surprises. Pour preuve, vous voyez ces barres d'immeubles ? Eh bien, étrangement, nous sommes dans l'un de mes endroits favoris d'Alexandrie. Car c'est ici, à quelques mètres de ses habitations, que se situait le Sérapéum, une annexe de la grande bibliothèque, et qui regroupait plus de 40 000 rouleaux réservés au peuple. La fameuse colonne de Pompée est le dernier vestige du Sérapéum. C'est pour ça que j'aime tant cet endroit. Je me sens connecté avec mes ancêtres qui étaient de simples lecteurs, contrairement aux savants de sa grande sœur. Car à l'apogée de son fonctionnement, entre le 2e et le 1er siècle avant notre ère, on estime que la bibliothèque d'Alexandrie comptait environ 500 000 ouvrages sous forme de papyrus. C'est une véritable entreprise qui emploie des directeurs érudits et des centaines de copistes, traducteurs, dont la charge est de compléter de la façon la plus fidèle possible cet édifice aux prétentions démesurées. Non content de ce lieu unique qui regroupe les connaissances, Ptolémée en fait également un lieu de recherche en conviant les plus grands savants de son époque à venir travailler dans les locaux annexes de la bibliothèque, espérant ainsi créer une émulation entre ces brillants cerveaux qui favoriserait la production de nouvelles connaissances. Tous mes héros étaient là. Euclide, Archimède, Hypatie. Je donnerais n'importe quoi pour pouvoir me téléporter à cette époque et les rencontrer. Mais qu'on se comprenne bien, si les Ptolémées ont d'abord fait de cette bibliothèque un véritable centre de recherche réunissant les meilleurs esprits par simple désir de faire progresser la connaissance, cet objectif a évolué vers une véritable guerre de la pensée. Car un peu plus au nord, en Asie mineure, dans l'actuelle Turquie, un homme décida de fonder une autre bibliothèque, aux mêmes prétentions que la mienne. Et vous l'aurez compris, il n'était pas question pour lui de se dire que sa bibliothèque ne serait pas la plus grande. Cet homme, c'est Eumène II, surnommé le Sauveur, un allié des Romains. Et son idée est simple, créer une véritable politique culturelle et faire construire dans la ville de Pergame ce qui serait la plus grande rivale de la bibliothèque d'Alexandrie. À partir de là, c'est une rivalité sans pitié qui opposera Pergame et Alexandrie, qui travailleront alors sans relâche pour se doter chacune de davantage de livres. Le trafic d'ouvrages devient un enjeu de taille. Certains érudits vont jusqu'à dissimuler leurs livres de peur de se les faire confisquer. Entre 204 et 180 avant notre ère, l'opposition est à son paroxysme entre les deux souverains, Eumène II et Ptolémée V, si bien que ce dernier prend alors une décision radicale. Interdire purement et simplement l'exportation de papyrus sur lesquels étaient écrits les ouvrages de Pergame. Conséquemment, les Pergamiens ont l'idée d'utiliser comme support des morceaux poncés de peaux d'animaux, qu'on appelle des pergamena, qui deviendront par la suite ce qu'on appelle aujourd'hui un parchemin. Dans l'arbitrage de ce duel intellectuel entre les deux bibliothèques, le sort décida qu'aucune des deux ne sortirait vainqueur. Car même si les estimations montrent que la bibliothèque de Pergame plafonnera autour de 200 000 ouvrages, soit presque la moitié de son homologue, c'est pourtant le même destin qui attendait ces deux monstres de la connaissance humaine. Leur destruction pure et simple.
Lorsque je regarde les nuages au-dessus de moi, je me dis que beaucoup de temps s'est écoulé entre la naissance de ma ville en 331 avant notre ère et moi-même qui observe ces mêmes cieux plus de 2 siècles plus tard. Aujourd'hui, l'ancien port de commerce de l'Antiquité est transformé en flotte de pêche, et l'élévation de près de 6 mètres du niveau de la mer a englouti ses anciens contours. Les choses naissent, évoluent et disparaissent. Et c'est donc naturellement ce qui est arrivé à la grande bibliothèque d'Alexandrie. Mais un grand mystère règne autour de sa disparition. Aussi fou que cela puisse paraître, personne n'est capable d'affirmer de façon claire et définitive les raisons pour lesquelles un tel édifice, connu dans le monde entier, s'est perdu dans les méandres du temps. Elle disparaît durant le 1er siècle avant notre ère, et plusieurs hypothèses sont avancées par les historiens. La plus célèbre d'entre elles est la thèse de l'incendie provoqué par Jules César en 47 avant notre ère, lors du siège contre Ptolémée XIII, durant lequel César ordonna à ses troupes de mettre feu à tous les navires du port. L'incendie se serait alors propagé dans les rues de la ville, anéantissant au passage la grande bibliothèque. Cependant, il semble que cette explication ne satisfasse pas les spécialistes, qui attestent dans leur grande majorité que seule une partie de la bibliothèque a été détruite dans les flammes. D'autres théories mettent en cause différents conflits, comme les guerres entre paganisme et christianisme, ou encore la rivalité entre Romains et Égyptiens. La thèse de l'invasion de l'Égypte par les Arabes est également parfois avancée, mais réfutée assez catégoriquement, la plupart des historiens s'accordant sur le fait qu'en 640, lors de la conquête arabe, la bibliothèque était déjà détruite depuis longtemps. Le scénario le plus accepté consiste à prendre en compte l'ensemble de ces explications, en y ajoutant plusieurs catastrophes naturelles comme des séismes ou des raz-de-marée, ainsi que l'usure progressive de tous les papyrus, dont la préservation était évidemment compromise par les conditions de stockage rudimentaires. Toujours est-il que ce trésor du patrimoine grec s'est éteint avec les siècles, sans qu'aucune source fiable ne nous renseigne sur là où les causes véritables de ce désastre pour la connaissance. Mais est-ce bien une telle catastrophe quand on y pense ? Car aujourd'hui, moi, Noam, 12 ans, je suis là, debout sur les hauteurs de la ville, observant ce même sable qu'il y a 2000 ans. Et c'est vrai, je n'aurai pas la chance d'y voir la grande bibliothèque à jamais disparue. Mais à cet instant, que vois-je ? Je vois des hommes et des femmes qui sont toujours là, peuplant cette cité siècle après siècle. J'y vois ma mère qui vend ses bonbons et qui côtoie de jeunes étudiants étrangers venus s'instruire dans cette ville au prestigieux passé. J'y vois des navires dans le port, des touristes curieux, des enfants innocents et des adultes pressés. Bref, j'y vois l'humanité. Et je me dis que, quand bien même la plus grande bibliothèque du monde s'enflammerait, tant qu'il restera des hommes et des femmes, nous saurons tout reconstruire. Car elle est là, la richesse des êtres humains. Pas dans des papyrus, pas dans des parchemins ou dans des livres. Car moi-même, Noam, 12 ans, ne suis-je pas que le produit de l'imagination d'un simple youtubeur français qui s'évade en écrivant ses vidéos ? La véritable richesse intellectuelle ne repose pas sur des livres, mais sur notre imagination.